Il y a 5 ans, la France entrait dans son premier confinement. C'était le 17 mars 2020, quelques semaines seulement après la découverte des premiers cas de coronavirus en Chine. À l'occasion de cet anniversaire, on revient sur ce moment où la France s'est mise à l'arrêt. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité bretonne. Qui aurait pu imaginer début 2020 les 2 années qui allaient suivre? Les millions de morts dans le monde, dont des dizaines de milliers de Français, et surtout les confinements. Retour sur ces quelques semaines qui ont fait basculer la France et le monde dans l'épidémie mondiale de Covid-19. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là. Invisible, insaisissable, qui progresse. C'était il y a 5 ans, le 16 mars 2020. Face à l'épidémie de coronavirus, Emmanuel Macron a annoncé aux Français le premier confinement. Retour sur ces quelques semaines qui ont forcé le monde à se mettre à l'arrêt. La première fois qu'on a entendu parler de cette maladie, c'était début janvier 2020. À ce moment-là, on ne parle même pas encore de coronavirus, mais bien d'une mystérieuse maladie qui touche une 50aine de personnes dans la ville de Wuhan, en Chine. Le 12 janvier, les autorités chinoises annoncent la mort d'une première personne. Rapidement, l'infection se propage dans d'autres pays, et notamment en France. Le 24 janvier, le ministère de la Santé annonce que 3 cas ont été détectés, 2 à Paris et 1 à Bordeaux. Une accalmie se présente alors. Le 24 février, le ministre de la Santé de l'époque, Olivier Véran, annonce qu'il n'y a plus de malades du Covid sur le territoire français. Si seulement. De nouveaux cas sont très rapidement déclarés, notamment en Bretagne, le 27 février. L'épidémie s'emballe et devient hors de contrôle. Mi-mars, les nouveaux cas de coronavirus se comptent en milliers. Et le 16 mars à 20h, le président prend la parole. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Le premier confinement ne durera pas 2 semaines, mais bien 2 mois. 2 mois où la vie s'est suspendue, les rues se sont vidées et le monde s'est mis à l'arrêt. Et au début de cette pandémie de Covid-19, l'un des premiers enjeux était de se fournir en masques. Alors plusieurs entreprises bretonnes se sont alors lancées dans la production comme Diwall de Joël Gourmelon. Problème, après 3 années, la demande s'effondre et la production s'arrête. Mais depuis septembre, ces machines vivent une seconde vie au lycée Saint-Joseph de Landerneau. Un reportage d'Enora Lenôtre. Donc il y a l'élastique qui se déroule, qui est coupé et qui vient se mettre en soudure aussi à l'ultrason. Des élastiques ici, qu'on voit ici. Et donc voilà, et on retrouve le masque fini. 2 ans après leur arrêt définitif, les machines de production de masques Diwall reprennent du service. Depuis septembre, elles ont pris leur quartier au lycée professionnel Saint-Joseph de Landerneau, où les élèves se forment à la maintenance de machines industrielles. Donc ça fait plaisir de les retrouver, j'ai le sourire parce que je suis fier de les voir de retour. C'est une seconde vie qui va être utile aussi parce que déjà, 1, on préserve nos machines. 2, on forme des gens dessus. Et 3, si un jour le Covid revient, j'espère pas, mais on pourra repartir pour fabriquer des masques. En septembre 2020, Joël Gourmelon fait un pari, celui de fabriquer des masques chirurgicaux à Landerneau alors que la France connaît une pénurie en pleine pandémie du Covid-19. Un pari gagnant, sa marque Diwall emploie une dizaine d'employés et produit jusqu'à 60 000 masques par jour. 5 ans après, il se souvient. Sur la chaîne, oui, c'était très actif parce qu'en fait, il fallait sortir des masques, tout ce qu'on produisait était vendu. Et donc on était à flux tendu en fait. Mais en janvier 2023, l'entreprise ferme ses portes. La baisse de la production et la concurrence de l'Asie poussent Joël Gourmelon à stopper la production. Aujourd'hui, il conserve un stock de masques en cas de besoin et pour se souvenir de cette période. Bon, on pensait que ça s'arrêtait un jour, bien sûr, mais pas de sitôt. Moi, j'avais misé un petit peu pour 6 mois de plus. Et en fait, c'est arrivé 6 mois un petit peu avant mon projet. Mais tant mieux d'un côté, tant mieux, c'est comme ça. Mais après, on a dû faire face. Mais après, on a vu aussi que nous, il y a un marché du masque aussi, en général. Et le marché du masque, en fait, les prix se sont effondrés, en fait. En 3 ans, la marque Diwall a fabriqué plus de 10 millions de masques chirurgicaux. En Bretagne, au total, 5 entreprises se sont lancées dans la production de masques durant la crise du Covid. Aujourd'hui, seule l'usine Clap France subsiste à Ploufragan, mais elle est actuellement en redressement judiciaire.
Et puis on reste dans le médical, mais cette fois à Rennes, où le tout nouveau centre chirurgical et interventionnel du CHU de Pontchaillou a accueilli ce lundi sa toute première opération. Il s'agit d'une opération de la cataracte. Alors cette nouvelle unité qui compte 54 blocs opératoires a pour but d'augmenter la capacité d'accueil de l'hôpital et de réduire le temps d'hospitalisation, comme nous l'a expliqué le professeur Maucourant au micro de Romain Leroux. Ce qui change surtout, c'est le circuit patient, c'est-à-dire que le patient ou la patiente en l'occurrence, elle arrive vraiment pas très longtemps avant de commencer la chirurgie, elle va directement au bloc opératoire une fois qu'elle est préparée. Elle n'a pas besoin de passer par une étape de chambre d'hôpital classique, disons. Et dès que c'est fini, hop, on les réinstalle dans ce genre de cocon opératoire, plutôt dans une activité où ils vont passer finalement assez peu de temps. C'est ce qu'on appelle le circuit ultra-court, ce qui n'existait pas avant en fait. L'ambulatoire, c'est le fait de ne pas dormir à l'hôpital le soir, mais en fait dans l'ambulatoire, il y a plusieurs façons de faire. Il y a l'ultra-court, donc c'est ça qui est la nouveauté finalement, que le patient théoriquement reste peut-être 2 heures à l'hôpital. Ailleurs dans l'actualité, on vous parlait vendredi dernier de cet adolescent de 16 ans touché par un tir à la tête à Lannion. En début de soirée, ce vendredi, un mineur de 17 ans s'est rendu à la brigade de Clamecy dans la Nièvre en se désignant comme l'auteur du coup de feu. Il a été placé en garde à vue et ses complices, qui seraient 3, sont encore activement recherchés. La trajectoire de ce jeune homme semble accréditer la thèse d'une expédition punitive sur fond de trafic de stupéfiants. Et sur ce sujet, l'Assemblée nationale débat depuis ce lundi d'une proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic. Le texte avait déjà été adopté à l'unanimité par le Sénat début février dernier. Il prévoit des mesures pour lutter contre le blanchiment d'argent, la création d'un parquet national anti-crime organisé ou l'élargissement du statut de repenti. Plus de 500 amendements ont été déposés par les députés, ce qui promet une semaine de débat houleux au Palais Bourbon. Et puis maintenant, à Camaret, ce dimanche, une personne s'est fait agresser en marge d'un match de football. Son voile a été arraché et elle a été blessée à la main et à la tête. La supportrice du stade landernéen, Kerguéis, était venue soutenir l'équipe dans sa rencontre face au FC Pénir. Le club landernéen dénonce une discrimination manifeste et inacceptable, tandis que le club de Camaret se défend dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, expliquant que cet incident s'inscrit dans une altercation entre plusieurs jeunes filles où une joueuse a été agressée et s'est défendue et qu'il ne s'agissait pas d'un acte prémédité ou à caractère discriminatoire. On change de continent, maintenant direction New York où le bagad de Perros-Guirec va défiler dans les prochaines heures sur la 5e avenue de Manhattan à l'occasion de la Saint-Patrick. Une consécration pour les costarmoricains qui défileront devant près de 2 millions de New-Yorkais avec une retransmission en live sur la chaîne américaine NBC. On les écoute. Alors on est très content d'être là, on va jouer sur la 5e avenue là. Je pense qu'il y a un petit peu de stress et que du plaisir. Voilà, et j'ai bien fait que je pense qu'on s'attend même pas à tous ces gens qui vont être là. Je pense que c'est un rêve personnel, mais c'est une chance de le vivre en communauté et en groupe. Et vraiment merci à tous ceux qui ont pu rendre ce rêve réalisable. À la fin de la journée, c'est grâce à vous qu'on est ici. Merci beaucoup. Thank you very much. Ça grouille de partout, tout le monde est en vert. On espère que vous nous entendez parce qu'autour c'est très très chargé au niveau sonore, il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit. C'est une grande découverte. On a trouvé que New York brouillait déjà en temps normal, mais alors là c'est inimaginable, un espèce de Lorient puissance 10. Et donc là on est super excités, c'est le moment, on est là pour ça. Algues vertes maintenant, la famille d'un jogger décédé en 2016 et retrouvé dans une vasière envahie par ces algues appelle à une prise de conscience par l'État. Ces déclarations, elles font suite aux révélations concernant l'autopsie d'un sanglier retrouvé récemment mort à Morieux et dont le sang et les poumons contenaient de l'hydrogène sulfuré, un gaz toxique libéré par les algues en décomposition. Pour la famille du jogger, ce cas ne fait que renforcer leur détermination à faire connaître les tragiques défaillances qui ont eu lieu dans le cas de la mort de leur père. Et puis à Guilherme, un coup de feu accidentel blesse à la tête une comédienne en pleine représentation théâtrale. Ça s'est passé ce dimanche devant 130 personnes pendant la scène finale. Comme le veut la pièce, un coup de feu est tiré à l'aide d'une arme chargée à blanc, sauf que l'actrice visée s'écroule au sol, vraiment touchée à la tête. La victime a été prise en charge par les secours et les dernières nouvelles reçues par les organisateurs se voulaient rassurantes. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cet incident.
Voilà, et puis maintenant, pour permettre aux enfants malvoyants de suivre une scolarité en toute autonomie, l'association Initiative pour l'inclusion des déficients visuels propose une classe de braille. Mais vous allez le voir, en matière d'accessibilité, dans les écoles, il reste encore beaucoup à faire. Un reportage d'Enora Lenôtre. Il y a des petits points, des petites cellules avec 6 points. On peut faire des lettres et des chiffres avec que ces 6 points. Dans cette classe, l'apprentissage de la lecture se fait par le toucher. Ces élèves sont atteints de déficience visuelle. 4 matinées par semaine, ils viennent apprendre le braille dans cette classe de l'école Jean Rostand à Brest. Une formation qui se fait en plus de leur programme scolaire. Forcément, ça leur demande un investissement supplémentaire par rapport à un enfant lambda qui suit un cursus ordinaire. Donc on leur demande beaucoup. Cette classe fait partie des actions menées par l'association Initiative pour l'inclusion des déficients visuels. L'objectif est de rendre les enfants autonomes pour intégrer le collège. Mais malgré cela, les problèmes d'accessibilité persistent. Le logiciel Pronote qui sert par exemple d'interaction entre l'élève et son école, ce logiciel-là, il n'est pas accessible. L'État a été condamné. Donc moi ce que je demanderais, c'est qu'effectivement l'État respecte les lois qu'il a lui-même mis en place en termes d'accessibilité. C'est très rageant en fait. Ces enfants sont autonomes avec les outils, ils apprennent tout et vous avez vu les efforts que ça peut être comme effort supplémentaire à faire, mais l'environnement qu'on leur propose n'est pas accessible pour eux derrière. 110 enfants et 300 adultes sont suivis par l'association IPIDV dans le Finistère. L'association propose aussi des accompagnements à domicile. Et puis pour finir cette édition, on prend des nouvelles de Solène Lebris. On vous en parlait la semaine dernière, atteinte d'endométriose, elle a décidé de mettre son corps et sa maladie au défi en courant le semi-marathon de Locronan-Quimper. La jeune femme de 31 ans a réussi son défi en bouclant la course en 1h46. Elle ne compte pas s'arrêter là, elle se projette déjà dans de nouvelles compétitions sportives. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur le site du Télégramme et sur TBO. Bonne soirée et à demain.